Bonjour à tous. Alors, je suis chargée au nom de la Ligue de l'enseignement, qui est organisatrice du Salon de l'éducation, à la fois d'Educatech Educatis et du Salon grand public qui se tient en fin de semaine, de vous souhaiter la bienvenue. Alors, pour cette 19e édition déjà, la Ligue coordonne au sein d'Educatech Educatis pendant 3 jours une série de grands rendez-vous, comme avec Franck Amadieu dans quelques instants, mais aussi une série d'ateliers consacrés à la présentation d'actions de terrain très concrètes, ou encore de débats que nous avons nommés des controverses, qui nous permettent de confronter notre vision parfois stéréotypée avec la réalité de terrain qui n'est pas celle que l'on dit dans les médias du système éducatif. Pendant 3 jours, la programmation de la Ligue de l'enseignement au sein d'Educatech Educatis a pour objet d'explorer plusieurs dimensions du changement ou des changements qui sont induits par l'arrivée progressive du numérique dans le champ éducatif. 3 axes pour 3 journées de programmation: l'évolution des apprentissages, l'évolution de la forme scolaire demain avec Catherine Becchetti-Bizot, et puis l'évolution des modalités du travail en coopération en accueillant vendredi matin François Tadei. Aujourd'hui, nous nous concentrons donc sur la personnalisation des apprentissages, rendue possible, peut-être facilitée par les outils numériques. Après une longue période de notre ère numérique qui a consisté à penser, parce que le numérique allait révolutionner l'école tout simplement, que l'équipement était la réponse, la principale réponse que pouvaient apporter les pouvoirs publics, les collectivités locales, à l'avènement du numérique. Et je fais référence aux nombreux plans d'équipement numérique successifs, d'investissement réalisés par les collectivités locales depuis les années 90. Nous rentrons sans doute aujourd'hui dans une nouvelle période plus intéressante, une période de maturité peut-être, appuyée sur des retours d'expérience, appuyée sur l'analyse des pratiques professionnelles des éducateurs et des enseignants en premier lieu, et qui nous enseigne qu'il n'y a pas de magie numérique, pas plus qu'il n'y a de digital natives, ces enfants qui comprendraient les technologies numériques bien mieux que leurs professeurs pour y être plongés depuis leur plus tendre enfance. Alors il nous faut d'ailleurs balayer un préjugé qui est suffisamment ancré pour que l'on s'y attarde. Il n'y a pas de génération spontanée. L'émergence de la société numérique n'a en aucun cas créé les digital natives. Il s'agit plutôt pour nous de concentrer nos efforts pour éviter que le poids des facteurs sociaux ne produisent une société à 2 vitesses, entre celles et ceux qui maîtrisent les codes de la société numérique et celles et ceux dont les usages sont réduits à quelques outils acquis, sans recul critique, faute d'avoir été accompagnés. Et c'est d'ailleurs précisément pour cela que les sollicitations d'intervention exprimées par les établissements scolaires et que reçoivent les fédérations départementales de la Ligue de l'enseignement concernent souvent d'abord les situations vécues comme problématiques: le cyberharcèlement, l'adhésion aux théories du complot, la méconnaissance des objectifs commerciaux de certains réseaux sociaux. En d'autres termes, nous sommes d'abord interpellés par celles et ceux qui se sentent dépassés par une évolution trop rapide dont ils ont l'impression de ne pas parvenir à maîtriser les usages. Après avoir comblé la rupture d'égalité en termes d'équipement, il nous faut encore donc agir pour réduire la fracture d'usage, sans quoi l'utilisation des outils numériques ne contribuerait qu'à renforcer les inégalités sociales et culturelles. Mais si nous voulons maintenant consacrer nos moyens, notre attention et notre temps aux usages, faisons-le en nous débarrassant de quelques stéréotypes qui nous emmèneraient droit dans le mur. Considérer que l'on est forcément plus motivé quand on apprend avec le numérique. Penser que rendre un apprentissage interactif suffit à le rendre efficace. Et bien sûr, croire que sur Internet, tout est gratuit. Monsieur Amadieu, avec André Tricot, vous avez écrit « Apprendre le numérique, mythe et réalité » en 2014. Vous êtes maître de conférences en psychologie cognitive à l'Université de Toulouse Jean Jaurès et je vous cède bien volontiers la parole
Merci d'avance de vos propos qui nous aideront à lutter contre les stéréotypes. Et peut-être pourrez-vous nous dire en quoi, comment, à quelles conditions le numérique permet de personnaliser les apprentissages. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne journée à tous. Vous m'entendez? Ok, bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être ici. Donc, je vais me présenter brièvement et vous expliquer un peu quelle est l'idée pour moi de cette présentation. Donc, je suis enseignant-chercheur en psychologie cognitive et en ergonomie. Et donc, dans le laboratoire Cognition, Langue, Langage, Ergonomie de l'Université de Toulouse, nous sommes une équipe à travailler sur la question des outils numériques pour l'éducation, que ce soit au niveau du primaire, du secondaire, mais encore de l'enseignement supérieur. Donc, on essaie de comprendre comment les outils sont mobilisés, utilisés par les élèves. Est-ce qu'ils permettent d'apprendre? Est-ce qu'ils permettent, pourquoi pas, d'être motivés? Et est-ce qu'on peut concevoir des outils qui soient un peu plus adaptés aux besoins des apprenants? Voilà en gros les questions qu'on se pose au laboratoire. Donc aujourd'hui, l'idée pour moi, c'est d'interroger la question, de vous poser cette question, de savoir si finalement les outils numériques qui se développent depuis quelques décennies nous permettraient en gros de faire une pédagogie différenciée, c'est-à-dire de prendre en compte les différences entre les apprenants en termes notamment de connaissances, de niveau de connaissances, de stratégie, de façon de travailler l'information, la façon d'apprendre. Donc est-ce que ces outils numériques peuvent, par leur richesse, par leur adaptabilité, justement proposer des choses qui soient plus fonctionnelles par rapport aux différents profils? Donc je pose vraiment la question. Pour y répondre, je prendrai quelques minutes brièvement juste pour rappeler que quand on parle de numérique, en fait, on parle de choses qui sont extrêmement diverses et variées. Le numérique, c'est très large, donc je ne vais pas avoir la prétention de faire un tour d'horizon de tout le numérique. Et je vous proposerai voilà, le numérique sur lequel nous travaillons principalement et de quoi je parle moi quand je parle de numérique. En deuxième point, je vais poser la question de savoir si, grâce au numérique, on peut enrichir donc les ressources pédagogiques et est-ce que cet enrichissement, à un moment, permettrait d'être adapté justement à la diversité des élèves, des apprenants qui vont utiliser ces ressources. En troisième point, je vais poser un peu la même question, mais pas sur la richesse des ressources, plus sur la flexibilité des ressources et la flexibilité des accès à l'information. Grâce au numérique, on va pouvoir explorer, naviguer dans l'information de différentes manières. Est-ce que le fait de proposer ça aux apprenants, ça les aide à mieux atteindre leurs objectifs et à mieux apprendre? Et enfin, je parlerai dans un dernier point des tuteurs intelligents, qui sont déjà étudiés depuis pas mal de décennies et qui ont pour objectif de s'adapter, on va dire, à l'évolution de l'apprenant dans son apprentissage. Donc je vais questionner aussi ces outils-là. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est encourageant? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche encore mieux? Concernant le premier point, donc, quand on parle de numérique, effectivement, on parle de beaucoup de choses en général. Est-ce qu'on parle de moyens de communication à distance? Est-ce qu'on parle de logiciels, d'exercices, d'entraînement? Est-ce qu'on parle de documents numériques? Est-ce qu'on parle d'Internet? Est-ce qu'on parle encore de support physique? Je vais utiliser des tablettes, par exemple, en classe. Est-ce que j'utilise le système vidéo de la tablette? Donc, vous voyez, le numérique peut renvoyer à tellement de choses que je n'aurai pas la prétention de vous dire le numérique, c'est adapté ou c'est pas adapté pour la pédagogie différenciée. En revanche, ce que je peux vous expliquer, c'est ce que nous faisons et les travaux au niveau international sur la question des documents multimédia. Si vous regardez les usages du numérique du point de vue de l'éducation, les principales ressources qui sont utilisées sont les documents multimédia. Quand on parle de documents multimédia, en fait, on parle de documents qui sont enrichis, on va dire, comparativement à des documents plus traditionnels comme le papier. Sur le papier, vous aurez du texte, vous aurez de l'image, vous aurez ce qu'on appelle du pictural, mais vous n'aurez pas forcément des vidéos, évidemment. Vous n'aurez pas des choses animées, vous n'aurez pas des choses dynamiques. Or, le multimédia permet d'introduire de nouveaux formats d'information qui permettraient d'enrichir l'information. Mais aussi, les ressources numériques, c'est de l'interaction, souvent. C'est-à-dire qu'à gauche, vous allez pouvoir interagir avec des contenus d'apprentissage. C'est-à-dire que l'élève va pouvoir activer, désactiver certains contenus. Il va pouvoir accéder à certaines informations, mettre en place un parcours particulier d'exploration des ressources. C'est-à-dire que les ressources ne sont pas figées comme sur le papier, elles deviennent dynamiques et interactives. Donc ça, c'est des éléments dont je vais vous parler. C'est des éléments sur lesquels on a déjà
des connaissances scientifiques assez confortées par plusieurs travaux. Mais le numérique, j'en parlerai moins aujourd'hui, c'est aussi l'interaction entre les êtres humains. Donc c'est de l'interaction sociale. Ça veut dire qu'avec certains outils, on va pouvoir favoriser de la collaboration. Par exemple, vous avez des outils de collaboration dans la production de l'écrit. Vous avez des outils qui se développent. Vous avez la communication à distance. Tous les systèmes de visioconférence, par exemple. Donc, les systèmes de réseaux sociaux. Donc, on peut imaginer aussi différents modes d'interaction sociale entre êtres humains. Mais j'en parlerai pas ici, puisque ce n'est pas l'objet. Moi, quand je vais vous parler maintenant des ressources pédagogiques, voilà ce dont je vais vous parler. Je vais vous parler des hypertextes. C'est-à-dire qu'après, on peut extrapoler le principe, c'est-à-dire que vous avez des documents, vous avez des ressources, et sur ces ressources, souvent, il est possible de cliquer sur certaines fonctions, sur certains mots, et d'accéder à d'autres informations qui sont pointées par les fonctions. Typiquement, vous allez sur Wikipédia, vous allez sur le web, vous allez sur des documents interactifs, vous avez ce type de fonction. Vous avez les documents multimédia dont je parlais. Donc ce sont des documents qui vont multiplier les formats de présentation de l'information. Il n'y aura pas que du texte, il n'y aura pas que de l'image, il n'y aura pas que de la vidéo. On va multiplier. Il n'y aura pas peut-être que du son ou il n'y aura pas que du visuel. On va diversifier les formats de l'information. Et en troisième document très intéressant, très étudié aussi par les travaux scientifiques, c'est la question des animations, c'est-à-dire on introduit des vidéos, et on utilise de plus en plus la vidéo, on utilise de plus en plus des animations pour représenter des choses dynamiques, des phénomènes qu'on aurait du mal à expliquer des fois de manière statique. Donc voilà en gros le type de ressources numériques qui est extrêmement utilisé, je dirais, dans les environnements d'apprentissage que sont l'université ou les écoles. Maintenant, la question que je vais vous poser, qu'on va essayer de se poser, faut-il multiplier justement les formats de présentation de l'information? Donc typiquement, je m'inscris ici dans la problématique du multimédia. Donc est-ce que enrichir les représentations va améliorer l'apprentissage des élèves? Effectivement, c'est une question que certains auteurs se sont déjà posées dès les années 80-90, avec l'idée que grâce à la multiplication des ressources, ici des images, des graphiques, des vidéos, des textes, des animations, des schémas, imaginez tout ce que vous voulez. Grâce au numérique, je vais pouvoir enrichir les documents traditionnels. Et l'idée sous-jacente, soutenue par certaines personnes, est qu'en fait, cet enrichissement va permettre de s'adapter automatiquement aux personnes. Pourquoi? Parce que les apprenants auraient des fonctionnements différents, des attentes différentes, des préférences différentes, des stratégies différentes. Du coup, la multiplication des ressources va les aider. Chacun, en gros, va trouver ce qui lui convient. Ça, c'est l'idée de départ. Maintenant, quand on interroge la science, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vous présente typiquement une étude que j'aime beaucoup, qui a été menée à Taïwan par des collègues taïwanais et hollandais. Je vous explique la situation. On a donné des tablettes à des enfants de collège et on les a amenés dans une serre pour étudier les végétaux, la structure des végétaux, le type de végétaux. Donc l'objectif pédagogique était de savoir reconnaître les végétaux, leur structure, de pouvoir en identifier ultérieurement. Et on leur a proposé des tablettes. Donc on a amené les enfants sur les lieux, et sur les tablettes, on a diversifié les formats de présentation de l'information. Et vous allez voir, c'est très simple. Les auteurs ont comparé 3 conditions. La numéro 1, on a laissé les enfants dans une pièce, donc ils n'avaient pas accès aux plantes réelles dans la serre, et ils étudiaient un document assez classique finalement, avec des images des plantes et des textes descriptifs des plantes. D'accord? Donc un document très traditionnel qu'on peut utiliser en classe. Dans la situation numéro 2, regardez, on a gardé exactement le même texte, on a retiré toutes les images des documents, en revanche, on a amené les élèves devant les plantes. Donc on a amené l'élève devant la plante qui correspondait à ce qu'il était en train de lire. Donc l'élève pouvait étudier son document et la plante qui était devant lui. Troisième situation expérimentale, on a amené d'autres élèves devant les plantes à nouveau, mais on leur a donné le document de départ. C'est-à-dire on leur a donné le document avec du texte, de l'image, et ils avaient la plante réelle sous les yeux pour pouvoir l'étudier.
Et évidemment, on a regardé, enfin, les auteurs ont regardé quel est le groupe d'élèves qui a le mieux appris, celui qui sait le mieux identifier les plantes ultérieurement. À votre avis, quel est le groupe d'élèves qui fonctionne le mieux? Le 2? Ok. Ah, le 3? 3-2, je vois du 3-2. On peut faire un petit vote à main levée si vous voulez. Qui me dit le 2? J'ai vu que le 2 était pas mal proposé. Ok. Qui me dit le 3? Ah, vous êtes partagés. Est-ce que quelqu'un me propose le 1? Ok, vous êtes moins nombreux. Je vous donne les résultats. En fait, il y avait un petit piège. C'est qu'il y a 2 groupes qui fonctionnent bien, mais il y en a un qui ne fonctionne pas bien du tout. C'est le 3e qui ne fonctionne pas bien. Alors pourquoi il ne fonctionne pas bien? C'est contre-intuitif, puisque j'aurais envie de dire, attendez, je donne beaucoup d'informations à mes élèves, des informations riches, et je leur montre les vraies plantes. Normalement, ça devrait favoriser l'intégration et le transfert des connaissances ensuite dans des situations de reconnaissance de plantes. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour 2 raisons. La première, c'est que l'information qui est présentée dans le document sous forme d'image peut être redondante avec l'information qui est présentée en réel, c'est-à-dire la plante réelle. Quand vous présentez des informations redondantes, la plupart du temps, ça n'apporte rien. Deuxième explication, c'est qu'en fait, vous avez généré 3 sources d'informations. Le texte, les images du document et la plante en réel. Et vous avez créé ce qu'on appelle une division de l'attention chez les élèves. C'est-à-dire que l'élève a du mal à savoir ce qu'il doit regarder. La plante, l'image, le texte, et comment il met en correspondance les 3. Il y a juste 3 sources d'informations, c'est pas énorme. Ça suffit pour entraver les performances des élèves. Alors ça, c'est une illustration, mais en fait, cette illustration, elle a été répliquée dans d'autres travaux, et surtout, elle s'appuie sur une théorie. Alors je vais faire un petit peu de théorie, mais vu le bruit qu'on a, je ne vais pas vous embêter trop avec les finesses de la théorie, parce que ça peut être un peu lourd. Mais retenez un principe important. C'est que vous avez un théoricien, Richard Mayer, donc, qui est un chercheur aux États-Unis depuis les années 70, qui a extrêmement travaillé sur le document multimédia, les ressources multimédia et l'apprentissage chez les élèves et les étudiants. En gros, il propose une théorie qui est assez simple, qui dit quoi? Qui dit que si vous voulez enrichir les documents, vous pouvez le faire, ça peut être pertinent, mais si vous respectez un principe, c'est que vous combinez de l'information picturale avec de l'information verbale. L'information picturale, ça peut être des schémas, ça peut être des illustrations de type photo, ça peut être des tableaux, des peintures, ce que vous voulez, évidemment qui a du sens et qui est pertinent par rapport à l'apprentissage. Vous combinez une information, une seule, avec de l'information verbale. Cette information verbale, elle peut être textuelle ou elle peut être audio, c'est-à-dire un commentaire audio qui est en train d'expliquer le schéma, par exemple, que vous présentez. La plupart des travaux montrent qu'effectivement, si vous combinez les deux, vous augmentez les performances de mémorisation et de compréhension des élèves. Si vous ne gardez qu'une seule modalité, les performances sont moins bonnes. Et si vous multipliez en mettant 3 à 4 sources d'informations, vous faites chuter encore les performances. Donc le principe vraiment ici important, c'est l'idée de combiner à la fois du verbal et de l'audio. Alors je vous explique un peu les théories sous-jacentes, puisqu'il y a une explication au niveau cognitif, évidemment. Il y a une théorie un peu ancienne, mais qui est quand même intéressante, la théorie de Paevio, qui dit en fait que quand vous encodez de l'information, c'est-à-dire quand vous enregistrez de l'information en mémoire, généralement il y a 2 façons de l'enregistrer. On peut l'enregistrer sous forme verbale, sous forme de mots si vous préférez, ou on peut l'enregistrer de manière plus visuelle, spatiale. Et en fait, votre mémoire est structurée de telle manière qu'en fait, il y a une partie de votre mémoire qui est dédiée au verbal et une partie de votre mémoire qui est dédiée au visuel. Et quand vous sollicitez les deux, en fait, vous optimisez votre mémoire. C'est-à-dire que vous mobilisez les 2 parties de votre mémoire. Donc, ça, clairement, ça vient contredire toutes les croyances, je dirais, puisque c'est extrêmement critiqué dans la littérature scientifique, sur les styles cognitifs et les préférences d'apprentissage. Disant qu'il y a des élèves qui sont visuels, des élèves qui sont auditifs, la plupart des travaux montrent que ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est qu'en fait, nous avons tous la même structure de mémoire, fondamentalement. Après, on peut avoir des habitudes pour plutôt préférer travailler d'une manière ou d'une autre, ça c'est autre chose.
Mais votre mémoire, elle est structurée de la même manière chez tout le monde. On a tous la même mémoire. Et cette mémoire, effectivement, elle est structurée en deux points importants, le verbal et le visuel. Donc si je mobilise les deux chez l'élève, j'augmente ses chances d'apprendre. Autre explication. L'explication, c'est que les images ont une nature analogique. C'est-à-dire que vous n'utilisez pas l'image pour véhiculer les mêmes informations que le texte. L'image, grâce à sa nature analogique, c'est-à-dire assez proche du réel ou des objets du réel, des référents qui nous intéressent, vous pouvez représenter des choses beaucoup plus facilement et directement. Par exemple, vous voulez faire étudier un visage à quelqu'un. Essayez de le décrire verbalement ou montrer une photo. Vous n'allez pas hésiter longtemps, vous allez montrer la photo. Ce sera beaucoup plus analogique, direct, avec l'objet réel qui vous intéresse. En revanche, le texte va être beaucoup plus pertinent pour tout ce qui est abstrait. Toutes les informations beaucoup plus abstraites vont être mobilisées plutôt avec le texte. Donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que les formats de présentation n'ont pas la même fonction du point de vue cognitif. Et enfin, dernier point, si vous mobilisez à la fois des images, du visuel chez les élèves et du textuel ou du verbal avec un commentaire audio, vous allez stimuler le besoin d'intégrer les deux. C'est-à-dire qu'il faut que l'élève mette en correspondance ce qu'il entend ou ce qu'il lit avec ce qu'il voit. Et ce travail de mise en correspondance favorise un apprentissage plus profond. Alors vous allez voir que ce n'est pas si simple après. Ça, je vous dis, c'est la théorie, c'est le principe théorique sous-jacent. Ça va ? Alors, j'avais prévu de vous présenter la théorie en détail, mais je vais la passer, ça n'a pas d'intérêt. Et vu le bruit qu'il y a, je pense que ce sera plus simple que j'aille sur les éléments essentiels. Je vous présente un extrait une étude qui a été menée par Masson sur des étudiants. On leur faisait étudier un petit texte. Vous voyez, tout bête, ça, on aurait pu le faire sur du papier. Ils l'ont fait sur écran. Donc on a un texte relatif à la physique et vous avez un schéma à côté qui représente la situation, l'état sur lequel s'applique le phénomène. On demande aux étudiants d'essayer de lire et de comprendre le contenu de ce document. Et ce qu'on fait dans cette étude, c'est qu'on enregistre les mouvements oculaires des élèves. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce que les apprenants sont en train de regarder à un moment T. Donc on a ce qu'on appelle des outils d'oculométrie, c'est-à-dire qu'on a une caméra qui filme les yeux et qui sait exactement ce que la personne regarde à l'écran. Les auteurs ont regardé les stratégies qu'avaient mis en place les apprenants et ont identifié 3 grands types de stratégies. Première stratégie, ici vous avez une représentation des mouvements des yeux. Alors je m'explique, vous savez que vos yeux ils fonctionnent par saccades, ils n'ont jamais de mouvement continu, c'est-à-dire qu'ils font des petits bonds en permanence, et quand ils s'arrêtent, ça veut dire que vous êtes en train de traiter l'information, ce qu'on appelle une fixation. La fixation ici est représentée par des ronds rouges. Plus le rond est gros, plus il est important, plus la fixation est importante sur l'information. Et les petits traits, ce sont juste les saccades de vos yeux, c'est-à-dire les petits changements de direction. Ici, on voit que dans cette stratégie, les apprenants ont principalement lu le texte et ont très peu regardé l'image. Deuxième type de stratégie, on voit que là, ils ont lu le texte, ils ont regardé l'image, mais ils n'ont pas fait beaucoup de va-et-vient entre le texte et l'image. Et troisième type de stratégie, on voit qu'ils lisent beaucoup le texte, beaucoup l'image, mais surtout ce que les analyses montrent, c'est qu'ils font beaucoup d'allers-retours entre le texte et l'image. Au niveau oculaire, on voit les yeux font énormément d'allers-retours. Même question que tout à l'heure, quelle est la stratégie la plus performante ? Quels sont les étudiants qui apprennent le mieux, qui comprennent le mieux ? Ceux de la stratégie 1, la 2 ou la 3 ? Alors la 2, vous me dites ? Alors qui me dit la 2 ? On va faire pareil, comme tout à l'heure. Ah, vous osez moins là d'un coup. Qui me dit la 3 ? Ah, plutôt la 3. Qui me dit la 1 ? Ok, vous êtes beaucoup peu nombreux, donc beaucoup moins nombreux, pardon. Et en effet, c'est la 3 qui apporte les meilleures performances. Et même, on a une progression, c'est-à-dire que les plus faibles performances sont ici, les performances moyennes sont au milieu, et les meilleures performances sont la stratégie de droite. Qu'est-ce que montrent ces résultats ? Ils montrent que les apprenants qui ont le mieux appris sont ceux qui sont les plus engagés dans
processus d'intégration entre l'image et le texte. C'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'ils sont perdus entre l'image et le texte, mais au contraire, le fait de faire des va-et-vient entre l'image et le texte traduit un effort cognitif de mise en correspondance entre l'image et le texte. Et c'est cet effort d'intégration que je vous ai expliqué tout à l'heure qui a favorisé les performances. Qu'est-ce que nous apprend alors cette étude? Elle nous apprend qu'en fait, quand on propose des documents, les élèves, les étudiants sont très différents dans la stratégie pour étudier ce document. Et il y a des stratégies qui sont efficaces et d'autres beaucoup moins. Ça nous amène donc à un principe, c'est que peut-être que si on veut que le numérique soit adapté au maximum d'élèves, il ne faut peut-être pas les laisser totalement libres face à ces documents-là, puisqu'ils sont eux-mêmes inégaux dans le traitement des documents. Donc il y a énormément de travaux depuis pas mal d'années déjà sur les systèmes de guidage dans le numérique. Comment je guide, comment j'accompagne les apprenants qui utilisent des ressources numériques. Je ne vais pas être exhaustif parce qu'il y aurait trop de choses à présenter, mais je vais vous présenter quelques travaux qu'on a menés, par exemple, et certains collègues. Je vous présente une idée toute bête. On s'est intéressé à des animations, alors désolé, là je ne l'ai pas version dynamique. On a présenté à des étudiants le fonctionnement des synapses et le déplacement des neurotransmetteurs qui ouvrent des canaux, etc. Et on présente ce phénomène dynamique sous forme d'animation. On a comparé deux types de documents. À gauche, vous avez une situation sans guidage, c'est-à-dire que la personne va lire une fois, deux fois, trois fois l'animation. On arrête et on va l'interroger sur ce qu'elle a retenu, ce qu'elle a compris, etc. On fait la même chose avec un deuxième groupe, sauf que cette fois-ci, on va les guider au niveau attentionnel. C'est-à-dire qu'on va les aider à focaliser leur attention sur ce qui, à un moment, est pertinent. On l'a fait tout simplement en créant un zoom qui zoome sur la partie de l'animation qui est pertinente à un moment T. Ensuite, on dézoome et on zoome sur l'autre partie ensuite qui est pertinente au cours de l'animation. D'accord? Donc on a juste contraint un petit peu les élèves à regarder certaines parties de l'animation à un moment T pour être sûr qu'ils ne soient pas en division de l'attention, justement parce qu'il y avait trop d'informations. Que montrent nos résultats? Ils montrent une chose intéressante. C'est qu'on a interrogé les élèves, les étudiants, au bout d'un visionnage dans un premier temps. Donc ici, on a le groupe qui n'avait pas de guidage, le groupe avec guidage. On s'intéressait à la mémorisation des éléments, à des aspects un peu de surface, et ici des aspects de compréhension. On remarque qu'après un visionnage, ça n'a aucun effet. Le guidage n'a pas amélioré les performances des élèves, des étudiants, pardon. En revanche, après 3 expositions, c'est-à-dire que l'étudiant aura vu 3 fois l'animation, on s'aperçoit que le guidage a un effet au bout de 2 ou 3 visionnages. Et là, on observe non pas des effets sur la mémorisation, mais des effets sur la compréhension. Le guidage a amélioré la compréhension des apprenants. Donc ici, on voit bien que le multimédia peut être très intéressant parce qu'il représente un phénomène dynamique que je ne peux pas très bien représenter sous forme statique, mais j'ai besoin de guider l'attention de mes apprenants. Autre exemple. Vous avez les travaux d'Éric Jamet à Rennes 2 qui travaille énormément aussi sur ces questions du multimédia. Éric Jamet, justement, a demandé à des étudiants d'étudier le modèle de Mayer, que je ne vous ai pas présenté dans le détail. Donc le modèle de l'apprentissage multimédia. Vous avez un schéma, des documents, des ressources numériques, et vous avez une voix qui explique le modèle que vous êtes en train d'afficher à l'écran. Éric Jamet a comparé la présence, donc une situation présentant des signaux, c'est-à-dire un guidage attentionnel, avec une situation où il n'y a pas de guidage. À gauche, vous n'avez pas de guidage, et à droite, vous remarquerez, vous avez certains éléments du schéma qui sont mis en couleur, de manière à attirer l'attention. Ça n'est pas mis en couleur par hasard, c'est tout simplement pour mettre en correspondance le discours et ce qui est visualisé sur l'écran. C'est-à-dire qu'au moment où le discours est en train de parler de ces 2 éléments, ce sont ces 2 éléments qui s'allument. C'est tout bête, hein, comme principe. Que montrent les résultats? Les résultats montrent que la signalisation a contribué à améliorer la rétention. Donc tout ce qui est mémorisation des éléments ont été améliorés puisqu'on n'avait que 2 sources d'informations, mais on a aidé les étudiants à bien matcher, à mettre en correspondance ces informations. Néanmoins, pour vous montrer que c'est jamais si simple,
on n'a pas d'effet sur l'apprentissage profond, c'est-à-dire sur la compréhension des liens entre les informations. Ça veut dire que les étudiants ont bien su mettre en correspondance les deux, mais ils ne sont pas allés en profondeur dans la compréhension du modèle. Donc vous voyez, même trouver le bon guidage, ce n'est pas toujours évident. Il y a d'autres guidages très intéressants, justement, pour aller peut-être au-delà d'une simple amélioration de la mémoire et peut-être essayer d'améliorer un peu la compréhension de fond. Vous avez les guidages des stratégies, on l'a évoqué tout à l'heure, par exemple, les étudiants n'ont pas les mêmes stratégies dans la consultation des ressources. Effectivement, vous avez des travaux qui ont montré notamment que dans les apprentissages d'animation, fournir une stratégie qui est plus ou moins imposée aux étudiants pouvait améliorer les performances. Ici, la stratégie était assez simple finalement. Vous demandez pour un premier visionnage d'une vidéo aux apprenants de focaliser leur attention sur les informations principales. Il ne s'agit pas de comprendre comment ça fonctionne, il ne s'agit pas de voir quelle est la dynamique, il s'agit juste de repérer c'est quoi les principaux éléments de l'animation que vous venez de voir. Deuxième étape, vous leur demandez de focaliser sur les relations, c'est-à-dire tel élément a provoqué quoi? Quelle est la relation entre tel et tel événement, par exemple, dans l'animation? Et enfin, une fois que vous avez identifié les relations, il faut savoir les interpréter. Donc la stratégie exige des apprenants qu'ils expliquent, qu'ils donnent une interprétation à ce qu'ils ont repéré. Et bien juste ce principe stratégique assez élémentaire, je dirais qu'on fait déjà dans d'autres situations pédagogiques, a amélioré grandement les performances des étudiants. Donc ça montre bien encore une chose, c'est que le numérique, quand on est face au numérique, à des ressources numériques où on est totalement libre, en fait, on n'est pas forcément très bon. Il y a trop de disparités entre les étudiants et on a besoin de guidage pour amener les étudiants vers une manière de traiter l'information qui soit la plus adaptée possible. On a fait une étude du même type avec un doctorant, Jordan Lombard, à Toulouse. On s'est intéressé à la façon dont les étudiants pouvaient traiter différents textes, différents documents, hein, comme dans un hypertexte. Mais on leur demandait de sélectionner l'information, de souligner, hein, comme vous le faites traditionnellement avec des documents, et d'extraire les informations pour essayer de répondre à des choses un peu complexes. On a fait travailler les étudiants sur des tablettes, sur un logiciel Adobe Reader classique. Hein, vous lisez un PDF, vous surlignez, et vous essayez de répondre aux questions que je vous pose. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez à gauche le PDF et à droite la réponse donnée par l'étudiant, les informations extraites par l'étudiant. On a comparé cette situation avec un groupe libre. Les participants utilisaient un nouveau logiciel intéressant, une nouvelle application, que je vous recommande d'ailleurs si vous voulez tester, qui est intéressante, qui s'appelle Liquid Text. Vous avez accès aux documents, vous pouvez surligner les informations, et quand vous surlignez les informations, ça les extrait automatiquement à droite, et après vous pouvez les regrouper, créer des catégories, c'est-à-dire que vous réorganisez vos notes. On a laissé les étudiants libres avec ce nouvel outil d'apprentissage à partir des documents. Et on les a comparés avec une autre situation, c'est le même outil, mais ici vous avez un guidage attentionnel. Un peu comme le précédent, on demande aux étudiants d'abord d'identifier les informations importantes, de les extraire et ensuite de les organiser, d'élaborer les relations entre les informations. Les résultats ont complètement confirmé que la troisième situation, quand vous guidez la stratégie des étudiants, ça améliore globalement les performances pour l'ensemble des étudiants. Il y a quand même un hic à cette étude, c'est que quand vous interrogez les étudiants sur la situation qu'ils préfèrent, c'est celle où ils apprennent le moins bien qu'ils préfèrent. On pourra en parler une autre fois. C'est-à-dire qu'en fait, soit ils ne sont pas conscients des performances vraiment qu'ils ont été capables de réaliser, soit le fait de les guider dans la stratégie peut être une contrainte pour eux. Sentiment d'être moins libre. Ça, c'est des choses qu'on est en train d'investiguer en ce moment. OK, donc ça va me permettre justement de faire la jonction avec la suite. On l'a vu, multiplier les ressources multimédia, multiplier les formats de présentation. Ça peut être bien si vous en avez deux, pictural et verbal. Mais si vous multipliez trop d'informations, c'est compliqué. Et on l'a vu, même quand il n'y a pas trop d'informations, on n'a pas toujours les bonnes stratégies. Donc il faut guider avec les ressources numériques. Ben, la question se pose également avec les accès à l'information.
Si je multiplie les chemins d'accès à l'information, je vais mettre des liens qui permettent à mon étudiant, à mon élève, d'aller sauter à telle information, revenir à tel chapitre, aller consulter une vidéo en plus, etc. Donc je le renvoie vers plein de ressources différentes. Il va pouvoir créer son propre parcours, être autonome en fait, réguler sa propre activité d'apprentissage. Vous avez une théorie dans les années 90 qui était, on va dire, un peu florissante, la théorie de la flexibilité cognitive qui défendait ce point de vue. En tout cas, deux postulats, je dirais, de départ de la théorie étaient que les hypertextes permettaient d'explorer et de traiter les informations selon les besoins spécifiques de l'élève. En gros, l'idée, c'est que je laisse tous les parcours possibles à mes élèves, comme ça, chacun va trouver le parcours qui lui convient. Deuxième postulat, multiplier les parcours pour accéder aux informations va enrichir les représentations. C'est-à-dire que si les élèves changent de parcours, un même élève ne va pas toujours emprunter le même parcours, ça va enrichir sa compréhension des contenus, il va créer plus de liens, plus de connexions dans sa tête. Ça, ce sont les postulats de départ. Vous avez pas mal de travaux qui ont testé ça, dont certains travaux que j'ai menés avec des collègues de Toulouse, et on montre exactement l'inverse. C'est-à-dire que si vous laissez trop de parcours, trop de possibilités, vous avez une chute des performances. Comment ça se fait ? Parce que plus vous laissez de possibilités aux élèves, plus vous leur demandez de prendre des décisions. Seulement prendre des décisions quand il y a 2 choix, ça va. Quand il y en a 5 ou 10 dans la même page, ça commence à devenir compliqué. Où est-ce que je vais ? Est-ce qu'à un moment je vais revenir à cette page-là, sachant que je n'ai pas vu l'autre lien qui m'avait l'air super important aussi. Donc c'est extrêmement difficile en termes de prise de décision. Ensuite, il faut organiser son parcours. Est-ce que je continue le fil de ce qui me paraît intéressant et je pense à revenir au départ ? Ou est-ce qu'à chaque fois, je vais revenir systématiquement ? C'est-à-dire, quel est mon parcours ? Quelle est ma stratégie de parcours ? Les élèves ont du mal à définir une stratégie de parcours. Il faut se représenter le document. Si vous mettez trop de connexions entre les informations, l'élève il va sauter d'une partie du document ou d'une ressource à une autre et à un moment, il ne sait plus où il est. Il ne sait plus où il est dans les documents. Et ça va être du coup difficile pour lui d'établir des liens entre les informations. Par exemple, vous êtes en train de... Vous le voyez quand vous allez sur le web, ça vous arrive de temps en temps de tomber sur quelque chose qui n'a rien à voir. Et à un moment, vous allez quand même essayer de voir quel est le lien. Mais quand vous faites ça, vous êtes en train de mobiliser des ressources en mémoire qui ne servent pas à apprendre, qui sont inutiles à l'apprentissage. Or, les élèves, parfois, se retrouvent dans des situations où ils n'arrivent pas à faire les connexions parce qu'elles sont difficiles à faire. Et du coup, ça réduit les ressources disponibles en mémoire pour pouvoir vraiment se concentrer sur le contenu et leur objectif d'apprentissage. Et en fait, quand on regarde les travaux, vous avez le modèle de Jean-François Rouet avec Anne Britt aux États-Unis qui a été développé sur la question justement de l'apprentissage chez les élèves et les étudiants à partir de documents multiples, justement, quand je peux parcourir différents documents, des hypertextes, etc. Et ce qu'il montre, en fait, c'est qu'on a besoin de nombreuses ressources pour être capable d'être efficace avec ce type de ressources numériques, donc de ressources mentales, de compétences. On distingue 2 types de ressources dans son modèle. Les ressources stables, c'est-à-dire les habiletés de l'élève. Vous avez les habiletés de lecture. Il y a des travaux qui montrent que plus vous avez des habiletés de lecture, notamment à faire des inférences, à comprendre ce que vous êtes en train de lire, plus vous êtes capable d'organiser efficacement vos parcours de navigation dans les documents. Également, les connaissances de l'élève au départ. Plus vous avez de connaissances dans le domaine que vous êtes en train d'étudier, et plus il est facile d'intégrer les différentes informations et de s'auto-réguler. C'est-à-dire qu'ils sont meilleurs dans la façon d'organiser leur parcours et de revenir en arrière, par exemple, et d'aller revérifier certaines choses. Et on a également des ressources propres à l'activité, c'est-à-dire que si vous voulez qu'un élève fonctionne bien pour apprendre à partir des hypertextes, il faut qu'il ait un bon modèle de la tâche. Le modèle de la tâche, ça veut dire qu'il faut que l'élève se représente bien quel est l'objectif. C'est quoi l'objectif que je suis en train de poursuivre ? Et il faut qu'il se représente aussi les moyens dont il dispose et les exigences de la tâche qu'il est en train de réaliser. Or, la plupart du temps, les élèves ont une représentation de la tâche qui peut être assez floue, notamment si les ressources sont très riches et complexes. Et enfin, il faut avoir un modèle des documents et de leurs relations. Si l'élève n'a pas de représentation de ce qu'est le document, comment il est structuré, comment il est organisé, c'est extrêmement difficile d'organiser son propre parcours et son apprentissage dans ce type de document. Donc on voit ici qu'on a une grosse variabilité entre les élèves face à ces documents et que ça demande énormément de compétences que n'ont pas tous les élèves. Donc vous m'avez vu venir, il faut encore travailler sur le guidage, c'est-à-dire si vous laissez des ressources trop flexibles, trop ouvertes,
En fait, ceux qui se débrouillent le mieux, ce sont les meilleurs. Ceux qui vont tirer des bénéfices de vos ressources, ce sont les meilleurs étudiants, les meilleurs élèves, ceux qui ont le plus de connaissances, le plus d'habileté, etc. et le plus de motivation. Je vais vous présenter une étude assez simple qu'on a menée aussi à Toulouse sur les hypertextes. On a comparé deux situations, un document ici sur l'apprentissage du fonctionnement du VIH, ou de je ne sais plus quel virus. Celui-là, je crois parce qu'on a fait plusieurs virus. Celui-là, je crois que c'était le VIH, mais je ne sais plus. Je vous présente ici la carte de navigation. Ils avaient ce petit outil qui leur permettait d'aller regarder les différentes informations et on a mis les liens entre les différents concepts du cours. Donc les apprenants pouvaient cliquer où ils voulaient, revenir en arrière, ils étaient totalement libres. Et à droite, on a fait exactement le même cours, sauf qu'on a structuré un peu différemment. Mais ils étaient totalement libres également. Et on a comparé quoi? On a comparé les étudiants qui avaient un bon niveau de connaissance, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà quelques connaissances préalables sur la question du VIH, et ceux qui n'avaient vraiment pas ou très peu de connaissances. Que montrent les résultats? Quand vous montrez un hypertexte riche et complexe aux étudiants, ceux qui ont déjà des bonnes connaissances seront meilleurs que ceux qui ont moins de connaissances dans l'apprentissage. Donc le gain d'apprentissage va être meilleur, ils vont être plus performants. Mais quand vous structurez juste un peu différemment le cours, vous le rendez finalement plus facile en termes de traitement puisque c'est une hiérarchie. Vous les aidez à repérer les grandes catégories. Et vous voyez, on enlève certaines relations qui étaient un peu complexes. Il n'y a plus de différence entre ceux qui avaient des bonnes connaissances et ceux qui n'avaient pas de connaissances. C'est-à-dire que tout le monde a progressé de la même manière. Enfin, le niveau final à l'arrivée est le même. Donc ça veut bien dire ici que le guidage peut, à un moment, ramener les étudiants qui étaient les moins performants vers des performances meilleures qui leur permettent même ici d'atteindre le niveau de ceux qui avaient déjà un bon niveau de connaissance. On a fait des choses un peu de cet ordre-là aussi, avec le concept mapping. J'en parle parce que des fois, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont intéressés par ça. C'est-à-dire qu'on demande aux élèves, vous savez, vous appelez ça du mind map, des fois, on appelle ça autrement, c'est des cartes heuristiques. Il y a plusieurs termes qui sont plus ou moins des déclinaisons, mais c'est toujours le même principe. C'est-à-dire qu'on demande aux élèves de produire une carte des concepts et d'expliciter les relations qu'il y a entre ces concepts. Nous, on a fait la même chose, mais version hypertexte. On a proposé des concepts à l'écran à des élèves, et on a fait ça au lycée, on a fait ça aussi à l'université. Et on a demandé donc aux élèves d'accéder à différents textes de différents concepts. Donc on pouvait lire des informations sur les concepts. Ici, on travaillait sur le phénomène du réchauffement climatique et du phénomène d'effet de serre. Et donc, ils pouvaient aller consulter les textes, revenir sur la carte qu'ils étaient en train d'établir, etc. Et à l'arrivée, ils devaient produire une carte qui pouvait ressembler à ça. Donc, vous avez l'élève ou l'étudiant qui a produit les principaux concepts et qui a explicité les relations entre les concepts. L'objectif, évidemment, c'est plus vous sollicitez ça chez les étudiants, plus ils vont élaborer, plus ils vont comprendre en profondeur, plus ils vont s'approprier, si vous voulez, le contenu. Ça, c'était l'hypothèse de départ. Sauf que les travaux montrent que ça ne marchait pas très bien. Du coup, on a essayé de rajouter un peu de guidage. On a juste signalé dans les textes en gras, vous voyez à droite, on a signalé les informations importantes, c'est-à-dire les relations clés entre certains concepts. Juste pour les aider un petit peu à identifier les relations importantes et à créer une carte de qualité. Quand on regarde les résultats sur les performances, ça ne marche pas. C'est-à-dire que créer des cartes n'a pas amélioré les performances, même quand on leur donne un petit peu de guidage. Mais quand vous regardez la façon dont ici sont pris, c'est ça qui est intéressant, on a regardé la façon dont ils ont créé les cartes. Ici, vous avez en bleu ceux qui avaient les petits indices de signalisation en gras, donc un peu de guidage, et vous avez en marron ceux qui n'avaient pas de guidage. On a regardé sur les cartes qu'ils ont produites le nombre de relations correctes entre les concepts, mais qui étaient issues des textes, qui étaient explicitement donnés dans les textes. Et on s'aperçoit que notre guidage a marché. Ça a amélioré la qualité des cartes de ce point de vue-là. Oui, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était que les élèves soient capables de générer eux-mêmes des relations qui n'étaient pas explicitement données dans le texte, pour voir s'ils avaient vraiment compris en profondeur. Et là, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que vous avez le taux de lien inféré par l'élève produit qui est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'ils n'élaborent pas grand-chose. Ils ne font que reproduire, retranscrire sous forme de carte les éléments du texte.
Sauf qu'évidemment, quand on regarde le niveau de connaissance, évidemment, ceux qui arrivent à faire plus de liens sont ceux qui ont déjà un bon niveau de connaissance. Et ensuite, pardon, je suis allé un peu vite, et ensuite, on a le nombre de liens incorrects, c'est-à-dire le nombre de liens erronés, qui diminue aussi grâce au guidage. Donc ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est que rendre les élèves actifs, leur demander de produire, c'est pas forcément facile, ça ne marche pas forcément. Ici, dans ce cas-là, ça n'a pas marché. Alors, on pourrait en discuter, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça aussi. Et mettre du guidage, ça peut aider, mais des fois, ça peut aider juste sur du traitement de surface. Ça ne les a pas aidés à aller en profondeur dans les contenus, un peu comme l'étude d'Éric Jamet qui a montré que finalement, aider à mettre en correspondance ce qu'on entend et ce qu'on voit, ça peut aider juste pour des aspects de surface. Un autre point de guidage qui me paraît important, c'est si vous voulez un guidage qui fonctionne, alors ce qui est intéressant, c'est un guidage qui soit structurant, mais non restrictif. Je m'explique. Vous avez une étude de collègues hollandais qui est très intéressante sur le guidage dans un hypertexte, qui ont repris un peu, si vous voulez, le même type d'étude que je vous ai présenté tout à l'heure. Soit vous représentez la structure du document, de manière hiérarchique par exemple. Vous aidez l'élève à en fait, savoir où il est, à savoir dans quel document il évolue. Mais la question, c'est est-ce que vous le contraignez sur la navigation? C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous êtes sur tel texte, vous pouvez consulter que celui-ci ou celui-ci. Au choix, mais vous avez réduit en fait les possibilités. Donc vous naviguez toujours dans un espace limité, mais même si vous avez une vue d'ensemble du document. Ou alors vous les laissez libres. Ce qui est intéressant, c'est que les résultats montrent que si vous représentez le document, comme on a vu tout à l'heure, vous aidez l'élève à se représenter la structure du document, ça marche, ça aide à mieux apprendre. Ça permet de comprendre la cohérence du document et du coup d'être plus performant dans sa navigation dans le document. Mais surtout, ce que l'étude montre, c'est que si la navigation elle est contrainte, vous réduisez les performances d'apprentissage. Donc ce que cette étude montre, c'est qu'il faut guider les personnes, leur donner les outils pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, mais il faut qu'ils puissent prendre des décisions. Vous voyez l'idée? Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent être capables de pouvoir mettre en œuvre des processus utiles à l'apprentissage, mais il faut les mettre dans un cadre où vous les accompagnez, où on les guide pour qu'ils puissent le faire. Donc ça me ramène à quelques recommandations pour la conception d'un guidage, c'est-à-dire que si on utilise des ressources numériques, si on conçoit des ressources numériques, de ce type-là en tout cas, que je vous ai présenté, multimédia, hypertexte, interactif, alors il faut, on l'a vu, aider à la sélection des informations pertinentes. Aider à guider l'attention des étudiants, des élèves sur les informations pertinentes. Il faut les aider à se construire les relations entre les informations. Ce n'est pas parce que je montre les informations que automatiquement les élèves s'engagent dans une tentative d'intégration et de compréhension des liens entre les informations. Il faut les accompagner dans la mise en œuvre des inférences. Ce que j'appelle inférence ici, c'est quand l'élève va essayer lui-même d'élaborer des choses. Quand l'élève va essayer donc de comprendre en profondeur les contenus. On s'aperçoit que de base, il ne le fait pas vraiment la plupart du temps. Donc qu'est-ce que je peux faire pour l'inciter à le faire tout en l'accompagnant, de manière à ce qu'il puisse le faire sans être totalement perdu? Mais c'est difficile, hein. Je vous donne un principe, mais qui, en termes d'opérationnalisation, n'est pas toujours évident à mettre en place. Ensuite, on l'a vu, il faut accompagner les stratégies. Plutôt que de laisser l'élève totalement autonome face aux ressources numériques, ce qui peut être intéressant, c'est de lui donner un cadre qui va l'aider à progresser de manière plus efficace avec ses contenus. Et enfin, un point dont je n'ai pas parlé ici, mais il y a beaucoup de travaux qui s'intéressent à ça, c'est proposer... Wow. Ce serait de proposer une disparition progressive du guidage quand le niveau de compétence de l'élève augmente. C'est ce que certains auteurs appellent le guidance fading effect. Donc des chercheurs australiens et hollandais ont pas mal travaillé sur cette question, et allemands aussi. Des gens comme Alexander Renkel, qui ont montré quoi? Qu'au début, quand vous voulez que les gens soient efficaces, il ne faut pas avoir peur de les guider assez fortement. Et puis petit à petit, quand leur niveau de compétence va évoluer, il faut les laisser plus libres. Ça ne veut pas dire qu'on retire tout en termes d'accompagnement, ça veut juste dire qu'on les laisse plus prendre des décisions. Donc on s'aperçoit que
le guidage, il n'est pas figé, il peut être aussi évolutif par rapport à l'évolution de l'apprenant. Ça va ? Dernière partie, dernier point. Donc on l'a vu, que ce soit la multiplication des ressources multimédia, que ce soit la diversification des parcours de lecture, des accès à l'information, on s'aperçoit que ça exige des compétences chez les élèves et qu'il est important de poursuivre les travaux sur des guidages, des moyens de les accompagner sans totalement les contraindre. Je vais vous évoquer ici les tuteurs intelligents. Les tuteurs intelligents, ce sont des systèmes donc adaptatifs qui sont déjà étudiés depuis pas mal d'années. Si vous regardez dans l'histoire déjà de la psychologie, vous avez l'enseignement programmé de Skinner, donc qui était un behavioriste qui s'intéressait beaucoup au comportement et à l'effet du feedback sur les comportements, notamment des feedbacks avec des renforcements positifs ou des renforcements négatifs. Et déjà, on a été dans ces questions-là à l'époque. Avec l'avènement aussi de l'intelligence artificielle dans les années 70-80, on a ces nouvelles problématiques, ces questionnements qui sont revenus, c'est de développer effectivement des systèmes informatiques intelligents qui arriveraient à interpréter les comportements et les réponses de l'élève. Grâce à ces interprétations, le système alors pourrait proposer des étapes d'apprentissage, des scénarios, des ressources qui seraient adaptées aux élèves. Donc ça, c'est l'idée de départ. Il y a pas mal de tuteurs qui existent, qui ont été mis en place depuis au moins les années 80. Est-ce que ça marche ? Quand on regarde une méta-analyse, une méta-analyse qui est une étude qui reprend l'ensemble des travaux qui ont été menés sur cette question et qui essaie de faire ressortir les effets qui sont vraiment robustes et qui sont répliqués, qu'on retrouve souvent. Qu'est-ce que cette méta-analyse nous apprend ? Déjà, le premier point, c'est que quand on parle de tuteur, on parle souvent de diagnostic cognitif, c'est-à-dire le tuteur interprète, fait un diagnostic de l'état d'avancement de l'élève et va proposer une remédiation. Il y a plusieurs façons de proposer des remédiations. On peut présenter l'information autrement, on peut présenter une nouvelle information. On peut également assigner de nouvelles tâches en fonction de l'avancée de l'élève ou des difficultés qu'il aurait rencontrées que le système aurait identifiées. On peut donner des feedbacks, comme on l'a dit tout à l'heure. Peut-être que l'élève a besoin d'un feedback d'accompagnement pour l'aider à peut-être interroger la question autrement ou de faire d'autres choix. On peut l'amener aussi à répondre aux questions de l'élève. Ça, c'est les systèmes les plus évolués, je dirais, ou qui arrivent à répondre à des sollicitations par l'élève. Et vous avez des prompts qui sont, si vous voulez, un peu des informations qu'on donne spontanément aux apprenants qui peuvent être des aides au changement cognitif, motivationnel ou métacognitif. C'est-à-dire que des fois, on a juste de l'accompagnement même motivationnel dans les systèmes. Alors, chaque système ne fait pas tout ça, mais quand vous regardez les travaux, les systèmes proposent soit de l'information, des changements de tâches ou quelques conseils, etc. Est-ce que ça marche ? D'après cette méta-analyse, effectivement, vous avez un effet positif de ce type de système que sont les tuteurs intelligents. Oui, mais je tiens beaucoup à cette conclusion, les résultats ne sont pas meilleurs que le tutorat humain. C'est-à-dire que les tuteurs intelligents arrivent à améliorer les performances, mais n'apportent pas des performances supérieures à ce que pourrait faire l'enseignant. Donc si on veut répondre à la question est-ce que le numérique permet de prendre en compte la diversité des élèves, en partie oui, puisque ça permet ici de s'adapter, mais le numérique par rapport à l'enseignant, pour l'instant, on n'a pas vu que c'était meilleur. Ça, c'est important. Alors, quelques éléments de contrainte. Je ne vais pas trop développer les tuteurs intelligents, parce qu'il existe beaucoup de choses. Qu'est-ce qui serait nécessaire à prendre en compte pour que ça marche encore mieux ? On a des contraintes pour appliquer ces systèmes intelligents. C'est que déjà, il faut avoir un très bon modèle du domaine de connaissance. C'est-à-dire qu'un tuteur intelligent, il n'est pas adapté à tous les domaines de connaissance. Si vous êtes en train d'apprendre les mathématiques, si vous êtes en train d'apprendre une langue, ce n'est pas le même champ de connaissances, ce n'est pas la même façon de traiter la connaissance, ce n'est pas la même façon de structurer, ce n'est pas les mêmes règles implicites qu'il y a derrière. Donc, en fait, on a énormément de variations. Le système n'est pas forcément adapté au changement de connaissances. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un bon modèle de la tâche. Ça veut dire quoi ? Apprendre dans ce domaine-là ou pour cet objectif-là. Si l'élève doit résoudre des exercices de physique, alors, typiquement, pour ce type d'exercice de physique, c'est quoi les erreurs classiques ?
on doit être capable d'avoir un modèle des erreurs types, des stratégies types qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir réussir. En gros, il faut avoir un très bon modèle de la tâche d'apprentissage. Et ce n'est pas toujours évident à mettre en place. Il faut avoir un très bon modèle aussi de l'apprenant. C'est-à-dire qu'il faut comprendre son niveau de compétence. Alors, il manque une petite... Non, il manque une ligne. Son niveau de compétence, son niveau en termes de connaissances, c'est peut-être ses façons d'apprendre, c'est les stratégies qu'il a l'habitude de mettre en place dans cette situation-là. Donc, il faut avoir un bon modèle de l'apprenant, mais il faut aussi avoir un bon modèle de l'enseignement. Ça veut dire, c'est quoi enseigner ce savoir-là, cette connaissance-là, dans cette discipline-là. Donc vous voyez, un bon tuteur intelligent, il doit avoir normalement tout ça qui est intégré dans sa programmation. Le problème, donc, c'est que c'est difficile d'arriver à faire ces modèles, parce que même nous, du point de vue de la psychologie, des fois, on a du mal à créer des modèles qui soient extrêmement fins et précis sur ces questions-là. Donc, quand on regarde, on a besoin, finalement, de domaines de tâches restreints et fermés. C'est-à-dire que si je veux avoir un bon modèle de ce que c'est apprendre dans cette situation, il ne faut pas que ce soit trop complexe, trop ouvert et trop riche. Sinon, mon modèle, j'aurai du mal, en tout cas, à créer un modèle qui soit efficace. Je vais avoir besoin de théorisation. C'est-à-dire que, du point de vue des sciences de l'éducation, de la didactique, de la psychologie, qu'est-ce que c'est apprendre dans cette discipline-là? Qu'est-ce que c'est apprendre dans cette situation-là? Quelles sont les activités mentales, les processus d'apprentissage par lesquels passe l'élève pour pouvoir atteindre l'objectif? On a besoin aussi de modélisation informatique, puisque là on parle beaucoup de modélisation des êtres humains et de l'apprentissage, mais il faut que l'informatique arrive à suivre. Alors bien sûr, il existe des choses, les réseaux bayésiens, des systèmes d'intelligence artificielle, etc. Mais on voit bien qu'il faut qu'on progresse à tous les niveaux encore pour que ces tuteurs soient vraiment utiles. Et donc pour conclure très brièvement, s'il y avait une chose à retenir, je dirais un peu de cette intervention pour moi, c'est que oui, le numérique peut aider effectivement en pédagogie différenciée. Je dis bien peut aider, mais sous certaines conditions. On l'a vu, pour que ce soit efficace, pour un maximum d'apprenants, pour essayer de répondre à la diversité des apprenants, on a besoin de former aussi aux compétences, c'est-à-dire savoir utiliser le numérique, savoir se comporter, faire des choix, savoir comment sont conçus certains documents, savoir que dans tel domaine, ça peut être exigeant, par exemple, d'apprendre avec ce genre de ressources. Toutes ces compétences-là, on l'a dit tout à l'heure, les habiletés de lecture, tout dépend du niveau sur lequel on se place en termes d'élèves, mais ces compétences-là, à un moment, il faut les enseigner. On peut aussi guider, bien évidemment, en étant plus incitatif que restrictif. Voilà, ça c'est un peu l'idée de fond que j'aimerais que vous reteniez. C'est les guidages doivent être présents, mais ils ne doivent pas être totalement contraignants pour laisser de la liberté à l'élève. Et on l'a vu tout à l'heure, avec un étudiant, on a montré un paradoxe qui n'est pas tout à fait nouveau en pédagogie, mais qui est que des fois, la meilleure situation d'apprentissage en termes de performance, ce n'est pas forcément celle qui est préférée par l'élève. Donc ça pose des questions aussi ensuite en termes d'engagement de l'élève pour la suite. L'idée aussi de proposer une disparition progressive des guidages. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut introduire cette liberté petit à petit, mais de manière parcimonieuse pour que les apprenants puissent s'emparer à un moment des activités d'apprentissage. Et enfin, je dirais ce qui manque encore, il me semble, c'est des théories vraiment pour la conception de systèmes adaptatifs. On l'a vu, il faut qu'on arrive à mieux comprendre comment les apprenants apprennent, à mieux comprendre quelles sont les meilleures méthodes d'enseignement pour certains objectifs, à mieux comprendre comment l'élève évolue, à mieux comprendre les comportements. Quelque chose que je n'ai pas évoqué, mais un même comportement observé chez un élève, enfin chez plusieurs élèves, ne voudra pas forcément signifier la même activité mentale derrière. C'est toute la difficulté aussi pour les tuteurs intelligents et les êtres humains. Voilà, j'espère que vous avez réussi à m'entendre un peu avec le bruit environnant. Je vous remercie pour votre attention. Si jamais vous avez des questions ou des souhaits, je crois que ce sera mis à disposition ensuite les diapos, c'est ça? Voilà. Donc vous pourrez accéder aux diapos ultérieurement, vous pourrez retrouver toutes les références. Et n'hésitez pas, je vous laisse mon adresse mail si jamais vous avez besoin de compléments ou d'informations qui pourraient vous être utiles. Voilà, merci beaucoup.